Bonjour, bienvenue, welkom aan iedereen aan onze nieuwe editie van Friet and Science. Vandaag hebben we te gast Mietje Germonpré. Mietje is paléontologue bij het CABIN, une paléontologue de l'Institut Royal des Sciences Naturelles. Goedemiddag Mietje. Goedemiddag. Dank u voor uw komst. We gaan deze... Graag. We gaan deze sessie dus in 2 dagen. We zijn in Brussel, on spreekt hier Frans en Nederlands, dus gaan wij samen Frans en Nederlands spreken. Une session bilingue, autant dans les questions que dans les réponses. Mietje, eerst en vooral, kunt u ons zeggen wat paleontologie voor wat voor een wetenschap is dat dus? De paleontologie bestudeert de resten van dieren of planten die vroeger geleefd hebben. Dus de fossielen die we vinden in de ondergrond worden bestudeerd in de paleontologie. Het zijn dus overblijfselen van dieren die vroeger geleefd hebben. Dus dat kunnen of planten, dieren of planten. Dus dat kunnen dieren of planten zijn van 500 miljoen jaar geleden, maar ook dieren of planten van 10.000 jaar geleden. Tu parles d'animaux, de restes fossilisés, d'animaux ou d'êtres vivants. Dans les êtres vivants, ça concerne aussi les êtres humains. Oui, mais là on parle plutôt de l'anthropologie. D'accord, paléo-anthropologie Voilà, plutôt que paléontologie. Ouais. En u hebt een interesse voor beide, paléoanthropologie en paléontologie? Je travaille souvent avec des paléoanthropologues, mais moi-même, je ne travaille que sur les mammifères fossiles, mais on se parle, on partage nos résultats, on publie ensemble, donc oui, c'est une collaboration, tout à fait. Aujourd'hui, on va surtout parler des découvertes et des recherches qui ont été faites dans 2 grottes en Belgique et dans 2 grottes de la province de Namur, plus spécifiquement, la grotte de Goyen et la grotte de Spie. Waarom zijn die 2 grotten zo belangrijk voor u? Eerst en vooral hebben wij heel belangrijke collecties, vooral van de grot van Goyen, maar ook van de grot van Spie. En deze grotten zijn opgegraven geweest in de 19e eeuw. En het materiaal is sedert in bewaring bij ons. Mais les 2 grottes sont surtout connues pour les restes humains, de humains préhistoriques qui ont été trouvés dans ces 2 grottes. Donc il n'y a pas seulement les restes physiques des ossements, mais il y a aussi beaucoup des artefacts, des outils que ces gens ont fabriqués qui ont été retrouvés dans ces grottes. Alors ces habitants des grottes, ça remonte à quelle période? C'est plusieurs types d'êtres humains, j'imagine? Oui, donc le matériel date de l'âge glaciaire, donc quand il y avait l'âge glaciaire ici, le climat était beaucoup plus froid et surtout beaucoup plus sec qu'aujourd'hui. Et il y avait 2 peuples qui ont vécu ici. Tout d'abord, il y a les Néandertaliens qui ont vécu ici jusqu'il y a 40 000 ans. En ongeveer 40.000 jaar geleden zijn de Neandertalers uitgestorven. En ce qu'on appelle l'homme moderne, de moderne mens. Ce moderne mens is in onze streken in Europa ongeveer 45.000 jaar geleden aangekomen en heeft eigenlijk vanaf dan eigenlijk zich verspreid over volledig Europa. Et à partir de ce moment, les populations néandertaliennes étaient en déclin et ont disparu plus ou moins il y a 40 000 ans. Welke grot was het meest bevolkt door Neandertalers? Spie of Goyen? Je crois les 2, là c'est difficile à faire une distinction. Ce qui est exceptionnel pour Goyen, c'est qu'on a trouvé des restes de populations humaines de différentes périodes. Donc on a trouvé des restes de Néandertaliens et on a trouvé des restes d'hommes modernes, mais de 3 grandes différentes périodes.
Donc l'Aurignacien, ce qu'on dit l'Aurignacien, donc une période, donc les hommes de Collier datent de plus ou moins 35 000 ans. Et puis il y a une période avec des restes humains à 30 000 ans, puis il y a vers 25 et puis vers 14 000 ans. En dat is echt uitzonderlijk, dat je dus eigenlijk menselijke resten vindt van over zo'n brede tijdspanne. Et à Spie, là on trouve que seulement des restes humains des Néandertaliens qui datent de plus ou moins 40 000 ans, mais par après on retrouve des artefacts des hommes modernes qui ont aussi visité la grotte de Spie après et donc dans la même période que Goya a été habité. Mais on n'a pas retrouvé des restes humains, donc on n'a pas retrouvé leur ossement, seulement leur artefact. Deze ontmoeting is mammoet op het menu gedoemd. We zijn dus hier bij patatten. En we gaan dus zeker geen mammoet straks eten, maar bij frietjes van patatten. Betreffende het dieet van deze mensen, wat kan paleontologie ons zeggen? Wat kunt u weg en u over hun dieet ons zeggen? Ja, wel, er is iets merkwaardigs aan de Neandertalers van Goyet. Hun beenderen zijn erg gefragmenteerd, zijn dus echt in stukken gekapt geweest, op dezelfde manier als dat rendierbeenderen of de paardenbotten gevonden in die grot gefragmenteerd werden. Oui, donc on pense que, en effet, ces gens ont été mangés. Donc ils ont été cannibalisés. Du cannibalisme agrégé. Par contre, à Spie, donc la grotte qui se trouve plus ou moins 25 km au sud-est de Goyet, là on a trouvé 2 squelettes plus ou moins complets, mais ces Néandertaliens ont été enterrés. Donc là c'est tout à fait une autre approche. Oui. Une culture, peut-être. Peut-être, mais bon, donc les choses qui se sont passées à Spie et à Goyet sont tout à fait différentes. Alors que c'est grosso modo la même période. Oui, plus ou moins. Ceux de Goyet sont peut-être quelques milliers d'années plus anciens. Mais il y a d'autres. On a étudié plus en détail les ossements des Néandertaliens de Spie et Goyet. On a analysé la collagène. Dus we hebben het collageen onderzocht van de botten zelf. En daaruit is gebleken, op basis van stabiele isotopenanalyse, dat de Neandertalers, zowel van Goyet als van Spie, heel veel mammoet hebben gegeten. Dus ze waren mammoetjagers. Hoe kunt u dat in het collageen lezen? Comment est-ce qu'on peut... Ja, omdat vele zoogdieren hebben een speciale econiche. Dus die gaan bepaalde grassen en kruiden eten. Dus mammoeten eten bepaalde grassen en kruiden. Rendieren eten bijvoorbeeld veel korstmossen. Dus vele diergroepen hebben zo hun eigen dieet. En dat kan afgeleid worden uit hun collageen via de stabiele isotopen. En als de Neandertalers of roofdieren die zoogdieren opeten, vindt je dat signaal terug in het collageen. Dat heeft niets mee te maken met DNA? Nee, dat staat apart van DNA, maar het DNA van de Neandertalers van Goyet en Spie is ook onderzocht. Donc, à Goyet, on mangeait ses semblables, probablement aussi du mammouth, et à Spie, on mangeait plutôt du mammouth, notamment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le menu des Néandertaliens? Est-ce que vous avez pu découvrir d'autres? Est-ce que ce serait une équilibré, si manger des légumes par exemple? Oui, donc on a pu
déduire un régime alimentaire basé sur le collagène, mais on a aussi regardé les ossements des autres animaux qui sont dans la grotte. Et on a aussi vu qu'ils ont été, que ces ossements ont été fragmentés, qu'il y a des traces de découpe. Et comme ça, on a pu déduire qu'en effet, ils ont mangé des mammouths, mais aussi des chevaux, des rennes. Des ours et cavernes aussi Des ours cavernes, oui, probablement, mais aussi peut-être ils ont dépouillé pour la peau. La fourrure. La fourrure, oui, c'est ça. D'accord. En de eerste moderne mensen, dus de ene van ongeveer 35.000 jaar geleden, die hebben ook veel mammoet gegeten. Maar het zijn dan later is het dieet bij de moderne mens dan wel wat gewijzigd, dus werd er veel minder mammoet gegeten, maar meer paard en rendier. Er waren ook later minder mammoeten. We denken inderdaad dat er in die periode minder mammoetkuddes aanwezig waren. La période d'extinction des mammouths chez nous, est-ce que c'est quoi, 20 ans Oui, non. Mais il y a eu probablement des extinctions locales et que par après de nouvelles populations de mammouths sont venues de nouveau. Maar dan de finale extinctie op het Europees vasteland is waarschijnlijk ongeveer 12.000 jaar geleden opgetreden. Dus met de klimaatopwarming. Op het einde van de ijstijd is het klimaat heel snel opgewarmd. Het milieu, de plantengroei is totaal veranderd en de mammoeten zijn dan eigenlijk uitgestorven. Mais il y a une petite population qui a pu survivre sur une île, le nord de Sibérie, et là il y a eu des mammouths jusqu'il y a plus ou moins 4000 ans. D'accord, oui, et on les retrouve aussi petit à petit maintenant que la glace aussi en Sibérie font, ces mammouths commencent à sortir de la glace. Oui. En Sibérie. Oui, de permafrost die gel en op die manier, doordat de permafrost steeds sneller en sneller afsmelt, komen er inderdaad heel veel spectaculaire vondsten tevoorschijn de laatste jaren. Ja, dat is een beetje het positief punt aan de klimaatopwarming. Maar jammer genoeg verdwijnt het permafrost zeer snel. Ja. Nietzsche, on a parlé des ours et cavernes, des mammouths, des chevaux, mais on n'a pas encore parlé des chiens. Or, les chiens, à l'époque préhistorique, ont aussi une importance très particulière, laquelle c'est un sujet très controversiel, mais la plupart des scientifiques sont d'accord que le chien a été domestiqué par les peuples de l'âge glaciaire, donc des peuples qui vivaient comme des chasseurs-cueilleurs, donc qui n'ont pas encore développé une agriculture. Dus de ontwikkeling van de landbouw is pas opgetreden na de laatste ijstijd, dus met de domesticatie van schapenheid, rund, varken en graangewassen en zo. Maar de hond, die een afstammeling is van de wolf, is gedomesticeerd geweest tijdens de laatste ijstijd door jagers-verzamelaars. Donc ça c'est déjà très spécial que le premier animal domestiqué est un carnivore et qui est le chien. Et nous avons décrit à Goyet un crâne que pour nous c'est un crâne de chien très primitif et qui date de l'Aurignacien qui a un âge de plus ou moins 35 000 ans. Betekent dat de eerste domesticatie van een hond plaatsvond in Goyet? Of is het onmogelijk te zeggen dat le premier animal, le premier chien domestiqué c'était un Goyet? Est-ce qu'on a d'autres preuves ailleurs? Oui, donc il y a beaucoup de discussions sur ça. On fait beaucoup d'analyses ADN pour retrouver l'origine du chien. Et
c'est possible qu'il y a eu plusieurs centres de domestication du loup. En Europe alors? En Europe et non, aussi en Asie. On pense même que l'origine du chien moderne est située en Asie centrale ou Asie orientale, mais qu'il y a eu d'autres foyers de domestication, oui c'est ça, mais qui n'ont pas, qui se sont éteints, des lignées qui se sont éteints dans le temps. Et probablement Goyet fait partie d'une lignée qui a disparu. Après un certain temps. Waarom is het zo belangrijk voor deze primitieve mensen om te domestiquer? C'était des chasseurs-cueilleurs, donc est-ce qu'ils avaient besoin des chiens pour les aider à la chasse? On pense, oui, on pense pas finalement. Probablement le chien n'a pas au début vraiment contribué à la chasse. On pense qu'au début il y avait d'autres motivations pour domestiquer le loup, mais c'était pas vraiment le but de domestiquer. Ils ont commencé, les hommes préhistoriques ont commencé à vivre avec des loups, mais pas avec le but, on va les domestiquer pour obtenir un chien. Non. C'est passé comme ça, mais une des raisons pourquoi ils trouvaient le loup utile, c'est que pour la fourrure. Pour faire des vêtements très chauds, puisqu'il faisait très froid. Dus voor de vacht zouden ze motief geweest zijn om dus de wolven bij zich te nemen. Ook als waakhond, waakwolf. Ook waarschijnlijk speelde de wolf een belangrijke rol in heel wat rituelen en had de wolf en dan later de hond ook een grote symbolische waarde. Dus, ja. Een vraag nog over de beren. In Goyet denk ik meer dan 100 specimenen van beren. Individuen, duizenden botten eigenlijk. Van meer dan 100-tal individuen. Ja. Waren teruggevonden. Ja, inderdaad. Is dat verrassend? Voor welke velen zijn er daar zoveel? Was het een echte uiters voor deze beren? Of waren ze de slachtoffers van deze primitieve mensen? Nee. De holenberen gebruikten de grotten om te overwinteren. En duizenden en duizenden jaren aan een stuk. Dus dat zijn heel veel winters en die duizenden jaren. Zo nu en dan stierf er een beer tijdens zijn winterslaap. En die botten waren eigenlijk vrij goed beschermd in de grot en konden op die manier bewaard blijven. Maar er waren er veel in Goyet en veel minder in Spie. Maar Spie werd meer gebruikt door holehyena's. Maar er zijn ook veel holehyena's teruggevonden in Goyet, maar ook heel veel holenberen. Maar overal in de Ardennen, alle Belgische grotten, zijn er eigenlijk heel veel resten gevonden van holenberen. Dus het was hier echt wel een goed milieu voor de holenberen. Wanneer zijn de holenberen uitgestorven? Ja, waarschijnlijk zo tussen de 20 en de 25.000 jaar geleden. 20 en 25.000. De collecties van het KU, betreffende dus Goyet en Spie, is een hele rijke collectie. Ja. Goyet a été fouillé par Édouard Dupont dans les années 1860 et on a gardé tout le matériel qu'il a retrouvé. Donc, dans le temps, il y avait souvent l'idée on va garder les crânes et les belles pièces et le reste on jette. Mais heureusement, Dupont était de l'avis de garder plus ou moins tout. Et comme ça, on a de très belles collections, puisque maintenant, on peut faire des analyses qui n'existaient pas à l'époque, comme des analyses isotopiques pour le collagène, ou des analyses de l'ADN, ou des analyses pour obtenir l'âge exact, pour faire la
datation radiocarbone. On ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait être fait sur ce matériel et grâce à la belle grande collection, on a la possibilité de faire beaucoup d'analyses qui donnent des informations supplémentaires et peut-être dans 10, 20, 30 ans, 50 ans, on va avoir encore d'autres techniques qu'on ne peut pas s'imaginer et qui vont encore donner plus de détails sur l'âge glaciaire et ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui encore à découvrir à Goliet et est-ce qu'il faut encore faire des fouilles? Est-ce que c'est mieux d'exploiter les collections qu'on a à l'Institut? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que c'est encore autre chose? Je crois peut-être à Goliet qu'il y a peut-être dans le réseau karstique ici ou là encore des petits endroits qui n'ont pas été fouillés, mais je crois que la plus grande partie de ces grottes ont été fouillées. Donc on doit vraiment se concentrer sur les collections, dans cette richesse qui se trouve dans notre institut. Et vous n'êtes pas, et ce sera le mot de la fin, vous n'êtes pas la seule à utiliser ce matériel qui est à l'Institut. La communauté scientifique internationale en profite via des échanges, des collaborations, etc. Tout à fait, oui. Tout ce que je vous ai expliqué, c'est ensemble avec des collègues de l'Institut même et des collègues à l'étranger. Oui, on a chacun nos spécialités et on met nos têtes ensemble pour obtenir des résultats. Tout à fait. Mitchell Montré, merci beaucoup pour votre visite. Ceci clôture notre session d'aujourd'hui. Encore merci pour votre venue. Dank u voor uw komst vandaag. Ja, dank u voor uw uitnodiging. En graag.